Bonsoir à tous, bienvenue. Pour ce meet-up, on va parler de data platform chez OVH. Alors OVH, sympa, on est souvent hébergé par Criteo. Là, on change de rive. On est maintenant chez OVH. Il y a plusieurs raisons à ça, parce que OVH, français, européen, il s'intéresse à la data platform. Et je trouve que dans le contexte dans lequel on est, je trouve que c'est très intéressant de s'intéresser à des Français et à des Européens. Et donc, je suis très content de pouvoir d'avoir pu monter ce meet-up avec OVH. Alors, moi, je suis Stéphane Eckel. J'organise des meet-up depuis très longtemps, depuis 2014. Et voilà, aujourd'hui, c'est mon énième meet-up. Je les compte plus. Mais en tout cas, c'est chaque fois sympa. Alors, les speakers, je les laisserai se présenter, mais on a des gens, évidemment, de OVH Cloud. On a des gens de Starbust et on a des gens de Opsworks. Tout ça, c'est européen. Voilà, ils se présenteront au fur et à mesure. Alors, les meet-up, c'est fun. En général, l'idée, c'est on est là décontracté, on est entre nous, et n'hésitez pas à poser vos questions. D'ailleurs, il y en a certains qui se reconnaissent. Hein, Vincent, voilà, donc il y a quelques personnes que je connais, notamment Vincent Huchling qui depuis plus de 10 ans gère entre autres un podcast qui s'appelle Big Data Edo. C'est le spécialiste qui fouille toutes les informations et qui nous les délivre. Voilà, il y a quelques personnes évidemment que je connais. Donc ces meet-up, c'est sympa parce que ça permet de vous connaître, échanger vos cartes de visite si vous en avez encore, ou vos LinkedIn. C'est aussi ça un petit peu le concept des meet-up. Et normalement, j'ai pas testé parce que c'est pas encore prêt, mais normalement, à l'issue, on termine vers 20h. Il y a le côté open bar où on pourra parler librement de tout ce qu'on veut. Donc n'oubliez pas le côté fun. Alors aujourd'hui, le thème global principal, c'est qu'est-ce qu'une data platform idéale? Alors chacun sa définition. Moi j'ai tenté de donner la mienne, donc j'ai écrit des papiers, j'ai partagé ces papiers-là, et un jour j'ai dit qu'une data platform idéale, elle doit être composable, portable et programmable. Alors, je ne vais pas vous dérouler la raison de tout ça, parce que Olivier et Stéphane Lignol vont enchaîner avec cette partie-là, mais chacun voit un petit peu midi à sa fenêtre. Dans un autre meet-up, j'ai rencontré Johan André, qui était à l'époque le Head of Data de Stellantis, qui est maintenant Head of AI and Gen AI. Et lui, il m'a dit, ton truc, c'est pas mal, composable, portable, programmé, mais moi, j'y rajoute quelque chose. J'ai envie que ma plateforme elle soit frugale, simple et accessible. Il faut rappeler que Stellantis, c'est un conglomérat de plus de 40 marques, des très grosses comme Ford, mais aussi de plus petites. Ils ont des problèmes d'infrastructure, effectivement. Il faut que l'ingestion se fasse, soit digeste, rapide, etc. Donc eux, ils ont une vue un petit peu différente de ce que j'avais pu initialement proposer. Évidemment, il y a d'autres critères. OSS, est-ce qu'on met de l'open source dans sa stack? Ça, c'est chacun voit un petit peu comment faire ça. Et puis d'autres critères, community, écosystème, qui sont hyper importants quand vous faites le choix de vos produits. Alors là, il y a 9 critères qui sont entourés de souveraineté. Évidemment, on est chez OVH Cloud. Il y a un côté souverain, je veux dire, c'est mandatory, obligatoire. Il faut en parler. Et j'espère que ça va devenir la fondation des prochaines décisions, des prochains mois. La sécurité, évidemment, ça c'est, je dirais, c'est le socle de base. Il y a des critères qui n'apparaissent pas, qui sont évidemment importants. C'est la performance. Évidemment, il faut que votre stack soit performante, mais ça, c'est la nature même d'une data stack. Il faut qu'elle soit performante. Donc, on va commencer avec le premier talk sur les trois critères de gauche, et au fur et à mesure, on essaiera de faire des petits zooms sur les autres critères si ça se présente. Je vous invite à poser des questions, si c'est le cas, à nous interrompre. On essaiera de jouer avec les micros, et puis voilà, on va faire comme ça. Alors, un petit cadeau d'OVH, ça c'est cool, merci OVH. Ils sont pas loin de lancer leur data platform, ça sera annoncé peut-être plus tard, ou on en parlera un petit peu dans la session. Mais pour vous insister, et le cadeau de bienvenue, de welcome, il y a un voucher qui est accessible.
et vous aurez accès à l'ensemble des services publics cloud d'OVH. Donc derrière ça, c'est un simple Google Form. Hein. Vous mettez vos emails, votre nom, etc. Et ce sera traité par OVH. Et je suppose qu'il y aura un login crédentiel, etc. qui sera distribué. Je n'ai pas le détail de ça. Je vous laisserai faire ça. Voilà. Les prochains événements, j'en reparlerai à la fin. On va faire place à la première présentation avec Stéphane Lignol et Olivier Hubert. Voilà, l'agenda, vous le connaissez, hein, on va commencer par les principes clés d'une plateforme data idéale. N'hésitez pas à intervenir. Slot numéro 2, on va parler de 2 composants très importants qui sont Apache Iceberg. Juste petite info, qui ne connaît pas ou qui n'a jamais entendu parler d'Apache Iceberg? Bon, super minorité. Donc c'est un composant, je dirais, majeur qui va nous faire penser autrement les data platforms dès maintenant. Et donc on a choisi d'en parler. On a déjà fait des meet-up vraiment spécifiques sur ce composant-là, parce que tellement il est important. Et d'ailleurs, le speaker numéro 2 a participé à un meet-up spécial Iceberg il y a plus de 2 ans, on en parlait déjà, et c'est populaire aujourd'hui. Donc, il vous en reparlera un peu plus. Et on termine sur le concept de Lakehouse AI, comment passer d'une data platform, je dirais traditionnelle, ou vers des concepts plus Lakehouse, et la gestion de l'intelligence artificielle, des LLM, etc., de la sécurité associée. Voilà. Je laisse la main à Stéphane. Tu as ton micro. Je te laisse à Zapette. Voilà, et moi je disparais. Bonsoir à tous. Je me présente rapidement. Stéphane Lignol. Je gère une équipe de Solution Architect chez OVH Cloud. Solution Architect chez OVH Cloud, c'est un petit peu différent de ce qu'on peut retrouver dans pas mal d'entreprises. En fait, on est rattaché à l'entité produit. Donc on contribue directement à remonter les informations des clients, les besoins des clients. On est confronté à leurs problématiques de déploiement, à leur complexité, à leurs nouveaux besoins. On travaille sur les roadmaps avec les équipes produits. Et on est évidemment aussi en relation avec nos équipes sales pour les supporter dans toutes les démarches qu'on pourrait avoir avec certains de ces clients-là sur des nouveaux produits, et je vous dis sur des complexités un petit peu particulières. Ça fait 4 ans à peu près que j'ai rejoint OVH Cloud. Avant, j'étais chez différents services providers pour faire du cloud public, du cloud privé, des infrastructures plus spécifiques. Et tout à l'heure, je me posais la question avec Olivier, mais c'est quand la première fois où j'ai fait une présentation de data platform idéale? Et malheureusement pour moi, je me suis aperçu que c'était la fin du siècle dernier, donc ça commence déjà à dater. Donc on retrouve quand même certains de ces composantes. Déjà à l'époque, on parlait de composants, sauf qu'il n'y en avait qu'un. C'était la base de données, essentiellement. On parlait de portabilité, mais c'était plus de problématiques de licence, c'est-à-dire comment je déploie mes instances d'un SGBD que vous pouvez imaginer, d'un site à un autre, d'un contexte technique à un autre. Et tout ce qui était programmabilité, on en parlait aussi, sauf que c'était en général des ESN qui, à l'époque, facturaient des centaines d'hommes-jours pour faire des interfaces, je dirais, pour permettre toutes les interactions avec la base de données centrale et toutes les utilisations, les applications qu'on avait derrière. On était quand même sur des volumétries très grosses, en tout cas c'est ce qu'on disait à l'époque. On n'est plus du tout à la même échelle, évidemment. Donc je vous rassure, je me suis mis un petit peu à jour entre-temps quand même. On parlait de virtualisation même, sauf que la virtualisation à l'époque, pour ces grosses bases de données, c'était pas plusieurs VM sur un serveur, c'était une VM sur plusieurs serveurs. On parlait de logical volumes à l'époque. Donc tout ça, ça a bien évolué, et c'est ce qu'on va essayer de partager ce soir. Mais avant de rentrer dans le détail, je passe la main à Olivier pour se présenter aussi. Merci Stéphane. Alors voilà, oui, moi c'est Olivier Hubert, donc je suis Senior Partner Solution Architect à Even, donc depuis 2 ans et demi, c'est-à-dire que je m'occupe des partenariats, donc OVH. Et en fait, une anecdote amusante, ça m'a fait penser quand on parle de plateforme idéale, c'est quand j'ai rejoint Even, en fait, parce que j'ai fait 8 ans dans la finance, BNP Paribas, ensuite 14 ans dans le conseil, où j'étais CTO donc de ma boîte de conseil, et ensuite j'ai testé, des collègues m'avaient dit tiens, toi qui aimes bien l'open source, c'est une bonne ambiance, regarde, il y a une boîte finlandaise là, ils font des services managés, ça a l'air cool, essaye.
Et donc, je lui dis, bah, pourquoi pas, hein, j'essaye. Et donc, l'entretien technique, donc passer les différents entretiens, et l'entretien technique, c'était, bah, écoute, tu dois créer des microservices qui balancent de la donnée dans un cluster Kafka, donc créé avec la plateforme. Tu dois ensuite gérer l'observabilité, donc tu dois envoyer les logs dans OpenSearch, tu dois envoyer donc la partie télémétrique, métrique, tu dois envoyer les métriques dans une base de données donc time series, ensuite avoir un dashboard Grafana, prendre des screenshots pour prouver que tu l'as fait, et puis ensuite faire un article de blog bien rédigé, le tout en anglais, quoi. Je fais OK, bon, il me donne combien de temps pour faire ça? Quelques jours, on est à 3 heures. Je fais, alors attends, parce que là c'est pas possible. Donc bah, on va tester, comme ça on sera fixé. Et donc c'est ce que j'ai fait. Donc je me suis connecté. Donc déjà sympa, pas de carte bleue à donner. Quand tu cliques sur créer un cluster Kafka, bon bah déjà le prix c'était super transparent. Si tu continues, ça va te coûter tant à la fin du mois. Je fais, donc c'est assez rare. Ça t'as un prix fixe. Déjà tu sais combien tu vas payer. Ok. Ensuite la partie doc, bon bah doc tuto. J'ai dû tout lire très très rapidement. J'avais 3 heures pour faire tout ça. La partie intégration, parce que c'est service open source, déjà je retrouvais ma qualité de service open source que moi j'aime bien. Je les connaissais pas tous, donc vite prendre en main, les intégrer les uns avec les autres, ça s'est fait. Et au final, de bout en bout, à peu près un peu plus de 3 heures quand même, le truc était fini, quoi. T'avais le dashboard Grafana, t'avais tout ça. Je me disais, c'est complètement dingue ce truc-là. Et en fait, ça m'a fait repenser à un autre truc. Il y a Jeff Bezos, je crois que c'est lui, si je ne me trompe pas, qui avait dit à un moment donné, qu'est-ce qui va pas changer? Qu'est-ce qu'on est sûr que le client va toujours vouloir? Bah, il y a quoi? Ça va forcément, le client va jamais dire à un moment donné, moi je veux moins de transparence sur les prix. Je veux que ce soit plus difficile à prendre en main. Tu vois, c'est des trucs, c'est évident. Il y aura toujours besoin de ça. La partie aussi, avoir des services de qualité, on va toujours vouloir des services open source de qualité, pas de vendor locking. Voilà, des éléments comme ça. La partie intégration aussi, le gain de temps fou qu'on peut avoir avec une partie intégration. Et je peux aussi citer toute la doc et les tutos et tout ça. Donc ça, c'est toujours des trucs il va falloir que ce soit là. Donc pour moi, ça fait partie de la plateforme idéale et c'est des points qu'on va voir et que j'ai retrouvé là. C'est intéressant. Donc juste pour reprendre effectivement ce que tu évoquais tout à l'heure, Stéphane, ce qu'on propose, je pense qu'on adressera plus ou moins tous les sujets qui sont repris là, mais on va mettre le focus essentiellement sur les 3 qu'on a définis comme étant importants. L'aspect composable, d'accord. Donc on construit notre data platform avec des composants, lesquels. La partie portable. La donnée, elle bouge, elle peut être à différents endroits. On peut se retrouver dans différents modèles de déploiement, du on-prem pour des données très sensibles ou des workloads un peu spécifiques, jusqu'à du cloud provider réparti sur différents services providers localisés à différents endroits. Et enfin, le dernier sujet, ça va être la partie programmable. C'est comment je m'interface, comment je déploie mes services, comment je m'intègre avec ces services-là, et le plus possible avec du code. Sur la partie, le premier élément, la partie composable, donc ce qu'on a vu évoluer, c'est que les composants, aujourd'hui, en tant que cloud provider, vous savez qu'on a tout un portfolio de composants. Je reviendrai rapidement un petit peu là-dessus tout à l'heure. Là, ce qu'on s'est aperçu, c'est que les volumes, et donc notamment la scalabilité, et ce besoin de consolider toutes les données pour être utilisées par tout le monde, ou toutes les applications, ou tous les use cases derrière, imposait, je dirais, un certain nombre de contraintes. Et notamment, une des contraintes d'un point de vue opérationnel et d'efficacité, c'était de séparer la partie stockage de la donnée, pour adresser des volumes de plusieurs pétabytes si c'est nécessaire, et la partie compute, la partie traitement, parce que les deux n'évoluent plus forcément de façon linéaire. Avant, on était habitué à avoir des plateformes, bien avant Hadoop, où on avait notre base de données, notre storage engine, qui était dans la base de données, et qu'il fallait faire grossir en fonction à la fois du volume et des transactions qu'on devait supporter. Là, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il fallait effectivement dissocier cette partie volume de la donnée et son stockage de la partie traitement. Ça va nous permettre aussi d'aller chercher des composants qui vont être optimisés pour les coûts, pour la partie opérationnelle, la stabilité de la plateforme, mais aussi donner encore plus d'attrait pour consolider la donnée, parce qu'on voit qu'on a des use cases où maintenant la donnée peut être consommée pas seulement par une application, mais on a besoin d'accéder directement à la donnée par une multitude d'applications et d'une multitude de use cases. Et notamment la partie AI, on le voit très bien, où là, on investigue un maximum sur toutes les données disponibles, savoir qu'est-ce qu'on peut construire comme use case.
La partie flexibilité, c'est-à-dire aujourd'hui, avoir une multitude de composants, ça peut générer peut-être effectivement une certaine complexité à gérer, mais ça va aussi offrir une flexibilité sur l'évolutivité de la plateforme. Ce qui va être aussi intéressant quand on va essayer de consolider tout ça sur des composants où on parle beaucoup de stockage, c'est qu'on va pouvoir consolider les données, éviter de la duplication, éviter toutes les problématiques de savoir si ma donnée, c'est la bonne donnée, si elle est à jour, si c'est celle qui est disponible, que je consomme, qui est la bonne, et éviter tous ces efforts d'intégration, de mécanismes de réplication, de transformation sur la donnée en tant que telle. Et enfin, la partie composant, elle va aussi permettre, quand on centralise un maximum ces volumes de données, de mieux contrôler qui a accès à quoi, et de mettre en place tous les mécanismes de sécurisation nécessaires pour limiter, ou en tout cas être capable de contrôler qui accède à l'information. Que ce soit des applications ou que ce soit évidemment des utilisateurs. Olivier, si tu... Ouais. Effectivement, nous ce qu'on voit qui est assez intéressant, c'est la demande sur la partie séparation stockage, compute. Par exemple, il y a le tier storage, où toute la donnée, que ce soit du Postgre, du Kafka, qu'on veut déporter sur des supports moins chers, pour des raisons de coût, forcément. Et si on pousse le truc, ce qui vient, on l'a vu avec WarpStream et Confluent qui a racheté WarpStream, c'est la partie Kafka qui tourne sur de l'object storage, où là, on sépare vraiment la partie compute de la partie storage. Ça, c'est des choses qui, clairement, tout le monde va s'y mettre. Et la partie aussi que je pourrais citer, c'est la partie connexion. On a de plus en plus de demandes de connecteurs, dont la partie Iceberg. Donc ça, effectivement, c'est un des connecteurs qu'on vient de sortir récemment aussi, Apache Iceberg, effectivement. Alors après, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que maintenant, on n'a pas tous le niveau de maturité. Il y a beaucoup d'engines de toutes sortes, différents endroits, multi-sites, multi-cloud, et c'est de plus en plus difficile de gérer tout ça. Là, très clairement, les différences de versions, s'intégrer avec l'existant, besoin de consolider vos données, et c'est pour ça qu'on va travailler sur l'intégration pour plus d'uniformité et pour stocker et gérer ces datas. Donc on arrive sur la partie portabilité. Et là, la partie portabilité, côté open source, ça c'est un des points aussi, d'ailleurs, c'est pour ça que j'avais fait le changement, c'est bouger sur des outils effectivement open source. Les fondateurs effectivement de la boîte, c'était vraiment basé sur du Postgre, expertise Postgre pour des clients, rester sur l'open source, pas de vendor locking, donc avoir les meilleurs outils open source avec les facilités d'intégration. Donc ça, c'était vraiment l'ADN, et c'est aussi l'ADN d'OVH. Donc, la partie multi-cloud, alors là, je crois que c'est d'actualité. Nous, on a des clients actuellement avec les tarifs actuels de la politique américaine, c'est de dire nous on veut bouger de cloud. Donc là pour le coup nous c'est bon, oui c'est facile, c'est bon, vous pouvez le faire. On a des clouds européens effectivement, donc OVH en fait partie très clairement. La partie aussi backup to another cloud, si vous voulez tout ce qui est backup to another cloud, clairement ça aussi ça facilite ça et ça permet de faire ça beaucoup plus facilement. On a aussi la partie, alors nous c'est Bring Your Own Cloud, où si tu veux que le compute il tourne sur ton compte, dans ce cas si tu as des commits, ce genre de choses, donc ça aussi c'est quelque chose qu'on fait. Et moi, ce qui est important aussi pour moi, c'est la partie SLA, la partie, effectivement, tu t'engages que tu as les mêmes qualités de service. Donc, nous, c'est du 99.99, donc 4.9 sur tous les services. Comme ça, il n'y a pas de souci. Au niveau intégration, sur tous les services open source, tu as le même SLA. Ouais. Chez OVH, on retrouve aussi ces valeurs-là, la partie open source. Donc, je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu le portfolio d'OVH, mais il y a beaucoup de composants. En tout cas, on insiste énormément sur la partie open source des composants, et pas des versions forkées un petit peu, on va dire, spécifiques. On s'oblige de rester sur les versions vanilla, les versions communautaires. Ce qu'on va aussi retrouver, c'est chez nous, c'est une vision et une réelle volonté d'être non seulement contributeur, comme on l'est aujourd'hui sur de l'OpenStack ou différents projets, mais aussi sur la partie data, et on le verra sur un des produits sur lequel on travaille depuis un petit moment maintenant, c'est de se projeter en disant que cette partie de data platform, elle pourra évoluer aussi avec la communauté. Donc il y a une réelle vision, en tout cas une volonté pour nous. Je ne vous dis pas que c'est simple, je ne vous dis pas que ça va arriver tout de suite. Octave en a déjà parlé l'année dernière de cette volonté-là. Mais c'est effectivement de pouvoir construire ensemble et d'aller chercher les composants, mais aussi la capacité au sein d'une communauté de développer les nouvelles features de nos data platforms.
On a à peu près la même approche sur la portabilité, c'est-à-dire où est-ce que je vais mettre ma donnée et comment je peux bouger mes infrastructures, mes données d'un environnement on-prem pour des questions de sécurité, pour des questions historiques, vers des cloud providers ou différents types de cloud providers. Donc là aussi, au VH Cloud, on joue la carte de la complète transparence sur cette capacité, ne pas, s'obliger en tout cas au maximum de ne pas loquer le client sur les solutions qu'il consomme chez nous. D'accord. J'ai mis en exergue même une volonté aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu l'actualité, les tweets d'Octave, où on parle de on-prem platform. Vous savez qu'au VH Cloud, on gère les plus gros clusters OpenStack dans le monde en tant que cloud provider. Et on va justement essayer de décliner cette volonté de portabilité, même sur cette couche de public cloud, pour les amener chez le client directement. D'accord ? Donc on est vraiment dans cette démarche chez OVH à essayer de promouvoir le choix à nos clients, le choix de où est-ce que je mets mon infrastructure, où est-ce que je mets mes données. J'ai des niveaux de criticité, j'ai des objectifs ou des contraintes qui vont être différentes, que ce soit de flexibilité ou de scalabilité, ou que ce soit de coût ou de sécurisation. Donc on veut essayer d'adresser l'ensemble de ces use cases-là et d'apporter un maximum de plateformes prêtes à consommer du public cloud de la même façon, quel que soit le modèle de cloud provider que vous allez utiliser, quoi. Et sur la partie non-vendor locking, je pense que là-dessus, ça restera une valeur primordiale chez nous. Un autre point qui va arriver aussi très rapidement, c'est une fois qu'on est d'accord, on va utiliser plusieurs services de cloud. Je vais mettre mes données à différents endroits. Je veux réutiliser les mêmes composants. Je veux retrouver toujours, je dirais, ce type de solution que j'ai choisi. On va être directement confronté à une problématique de non seulement je veux les mêmes services, mais je vais pouvoir les consommer de la même façon. D'accord ? Et donc, ce qui va être essentiel pour toute data platform, c'est d'être capable aussi bien pour le déploiement que pour son modèle opérationnel, de tout gérer à travers des lignes de code. Donc le Everything as Code, comme j'ai mis là, ça touche évidemment la partie infrastructure. On fournit des providers Terraform pour les couches un petit peu spécifiques, où on va utiliser les providers classiques pour de l'OpenStack, par exemple, sans surcharger. C'est valable pour les plateformes, tous nos services managés, comme avec Haven ou autres. Mais ça va être aussi valable, par exemple, sur notre solution qu'on verra dans les retours d'expérience sur la data platform OVH Cloud, où là, on va être capable, avec du code, de faire de l'orchestration, mais aussi de déployer tous vos dashboards, par exemple. Toute votre data vise peut être gérée à travers des lignes de code. Vous avez un repo Git, vous avez un premier environnement et vous pouvez le dupliquer, vous pouvez l'adapter, tout ça en ligne de code. Là, effectivement, là de notre côté, moi je suis complètement d'accord avec ça. Et pour le coup, la console web que j'utilisais, qu'on utilise, elle est basée sur une API REST. Et il y a aussi donc un opérateur Cube, il y a aussi du Terraform, voilà. Mais si je reste sur la partie REST, je vais donner un exemple qui est très intéressant. Notre plus gros client dans le retail, ils ont utilisé notre API pour refaire une app par-dessus, FinOps, où en fait ils ont leurs équipes de dev. Donc là, on parle de centaines de milliers de services Kafka, Postgre et autres, où en fait ils se retrouvent leurs équipes, elles peuvent en quelques clics créer un service Postgre. Et si c'est une équipe de dev, par exemple, ils vont arrêter le service la nuit pour payer moins cher. Ils vont avoir des alertes pour dire, en fait, vous avez créé un business plan 4 et en fait, vous pouvez descendre au plan startup qui est moins cher vu votre usage. Et ils ont fait toute une couche impressionnante par-dessus notre API REST. Donc, on peut faire des choses impressionnantes avec ça. Donc, la partie programmabilité, complètement d'accord là-dessus. Juste pour vous donner une vision en fait de la data platform idéale, c'est quoi une data platform idéale ? Est-ce que c'est quelque chose que je dois construire par moi-même parce que mon idéal ne correspond pas à celui des autres ? Donc évidemment, chez un cloud provider, vous allez retrouver l'ensemble des briques qui sont nécessaires pour construire votre data platform tel que vous l'imaginez. Et on va retrouver un ensemble de services, je dirais, managés qui vont va faciliter, je dirais, le déploiement de ces composants. Et on a aussi maintenant une data platform, OVH Cloud, où là, on vous met à disposition une plateforme end-to-end qui est pour nous, qui respecte en tout cas les différents critères qu'on a évoqués sur une plateforme idéale, en tout cas telle qu'on le conçoit chez nous.
Donc regardons d'abord peut-être la partie Haven avec les DB managés. Voilà, effectivement. Donc la partie, vous voyez le lien avec OVH, c'est la partie DB de manager. Quand vous cliquez derrière, c'est nous, c'est Haven. Donc c'est pour ça que vous retrouvez ici les services que vous avez chez OVH, bien sûr. Donc on a du Kafka, du Postgre, MySQL, etc. OpenSearch, ClickHouse. La différence, donc vous avez la partie multicloud dont on a parlé, la partie deploy, Terraform, Cube, et moi j'ai parlé de la partie REST, et la partie intégration, dont le petit nouveau avec l'intégration Iceberg. Un truc aussi qui est important pour nous et pour une plateforme mondiale, je trouve, c'est la partie innovation. Donc nous, c'est en réaction effectivement aux demandes clients. Donc évidemment, la partie AI est importante. Alors non, on n'a pas fait un chatbot, mais on a fait quelque chose d'utile. On a activé l'AI sur la partie PostgreSQL pour l'instant, sur ces services-là, où tu te retrouves à avoir toute une analyse, si tu le souhaites, de ton activité PostgreSQL, avec des recommandations, création d'index, amélioration de requêtes, ce genre de trucs, de perf. C'est assez impressionnant et utile. Et on est allé jusqu'à effectivement offrir à la communauté, si vous allez sur le site Haven, tout un tas d'outils text to AI. Vous pouvez écrire votre texte, ça vous transforme du SQL. Tout un tas de petits outils gratuits autour, alors que pas forcément du SQL, ça peut être aussi autour de comparateurs de LLM, tarifs d'instances AWS et autres. Des outils, on a aussi beaucoup d'outils de migration, Oracle vers Postgre, ce genre de choses. Donc ça, c'est quelque chose qu'on reverse à la communauté et on est assez actif aussi sur la partie projet open source. Et donc ça, c'est quelque chose qui a des valeurs importantes. Et aussi la partie, comme vous le voyez là, vous voyez pas de Redis parce qu'on a migré effectivement Valky, vous voyez pas Elastic parce qu'on a migré sur OpenSearch. Voilà, on a essayé d'être assez réactif et on a ajouté ClickHouse. Voilà, ce genre de choses et je trouve que c'est important pour une plateforme idéale, comme on l'a dit. Alors après, on est assez complémentaire avec OVH effectivement parce que voilà, il n'y a pas d'on-prem, barebone, tout ça. Nous, c'est la partie vraiment DB as a service et un petit peu plus quoi. Mais voilà, donc on est assez complémentaire là-dessus. Donc, comme j'ai dit juste avant, on peut construire sa plateforme idéale. Vous avez l'ensemble des briques, en tout cas une très grande partie disponible. On a pas mal de clients ou de partenaires intégrateurs qui vont construire des plateformes idéales pour nos clients. Mais on a aussi notre nouvelle plateforme qui est disponible, Stéphane. Elle est plus en bêta. On a fait tout un effort justement de revoir un certain nombre de ces composants. Alors des composants pour la partie storage, parce qu'on a intégré dans la partie Iceberg Trino, comme on verra juste après. On a aussi revu un certain nombre de composants pour plus la partie technique de certains des composants, les containers, la façon de monitorer, tout ça, pour que ça revienne à nos standards. Et aujourd'hui, elle est donc disponible. Mais là où tu avais raison, c'est qu'on n'a pas encore fait les efforts de communication, mais je crois que ça arrive. Voilà, Erika n'est pas là, mais c'est dans les semaines qui arrivent où on va commencer à communiquer effectivement sur la disponibilité de ce service. Donc aujourd'hui, là, ce que je vous fais voir, c'est uniquement la GUI. L'intérêt de la data platform idéale, c'est que vous pouvez la consommer tout de suite, intégralement. Vous n'avez plus besoin de gérer justement la dépendance qu'on peut avoir entre chacun des composantes. Vous n'avez plus besoin d'avoir une problématique opérationnelle, savoir comment je gère mes montées de version, les dépendances de librairie, etc. Donc là, vous avez un service clé en main. Et là, c'est le côté visuel. Tout est accessible, voire même plus, via des API. Donc l'intégralité des fonctionnalités sont accessibles via des API sur la plateforme OVH Cloud. Et ce qui va être aussi assez intéressant, c'est les premiers retours clients qu'on a. C'est qu'en un quart d'heure, vous activez votre service et vous êtes déjà en train de discuter avec vos clients pour savoir où sont vos données, comment je les récupère, et créer vos premiers dashboards. Donc on a une simplicité qui permet à couvrir 80% des use cases, ou en tout cas pour drafter et pour véritablement rentrer directement dans les discussions de comment j'utilise mes données et avec les utilisateurs finaux. Donc je vous invite à tester, n'hésitez pas. Vous avez le voucher, on vous le redonnera à la fin si vous avez besoin, ou sinon venez nous voir et on s'arrangera. On peut vous faire des démos, tout ça évidemment, on est là pour ça. Mais en tout cas, cette data platform, on l'a revue et on a repris l'ensemble des indicateurs, des 9 indicateurs que présentait initialement Stéphane. Donc voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. C'était une présentation un petit peu générique. Je pense que là, après, on va rentrer dans des cas un peu plus concrets, notamment sur la partie Iceberg et Trino, et ensuite la partie Lakehouse AI. OK ? En tout cas, merci.